Le collectif des organisations de la société civile joue les prolongations de l'élection présidentielle. Même sans contestation, le COSC pense que le processus électoral en général a besoin d'une révision et de quelques modifications, d'où la proposition d'un recueil de contributions citoyennes. Depuis 3 mois, pratiquement chaque semaine, on se réunit, on fait des échanges, on fait de la recherche documentaire, du benchmarking, mais également on a donné la parole aux acteurs. On a donné la parole aux acteurs de la majorité, aux acteurs de l'opposition et même aux non-alignés. Alors, revenons donc sur le mode d'élection des maires et des présidents de conseils départementaux. C'est justement pour que le citoyen soit au cœur du processus, pour que la volonté du citoyen ne soit pas dévoyée, que nous avons pensé que c'est une bonne réforme, une réforme qui est une exigence citoyenne. L'option que nous avons préconisée, c'est que le maire puisse être directement élu au suffrage, la première option, je veux dire, au suffrage universel direct. C'est l'option que nous avons préconisée, et ses adjoints élus au niveau du conseil par les conseillers. Les détails de ce que nous proposons, parce que c'est un peu long, vous pourrez les voir quand on vous remettra les documents. Mais nous ne sommes pas limités à faire des propositions seulement sur l'élection des maires au suffrage universel direct. Nous avons préconisé un certain nombre de recommandations qui vont avec. Nous avons recommandé d'interdire le cumul des fonctions de membres des exécutifs nationaux et ceux locaux. Exemple, nul ne peut être à la fois ministre et maire. Un membre du bureau de l'Assemblée nationale et membre du bureau d'un conseil local en même temps. Nous avons également proposé de restreindre à 2 le nombre de mandats consécutifs des élus locaux. Le parrainage tant décrié peut être amélioré en réformant le cadre juridique, par exemple, selon le constitutionnaliste Ngouda Mboup. Nous avons demandé à ce que le cadre juridique et fonctionnel soit réformé et qu'on puisse, pour certaines élections, revoir le taux du parrainage qui est exigé, notamment pour les élections locales. Vous savez que pour les élections locales quand même, donc c'est au niveau des communes donc, que le parrainage se fait. Et nous avons vu qu'en réalité, le taux qui a été fixé par le législateur est un taux très faible. Et donc, on risque quand même donc d'avoir l'inverse de l'effet escompté, c'est-à-dire tout simplement la floraison des candidatures. Et au-delà de ça aussi, on a demandé à ce qu'on puisse autoriser l'électeur à parrainer plus de 2 listes de candidatures. Pourquoi? Parce qu'en réalité, si on permet aux électeurs de ne parrainer qu'un seul candidat ou qu'une seule liste de candidatures, on est en train quand même donc de restreindre quand même le choix de l'électeur. L'autre chose maintenant est qu'en réalité, nous avons demandé à ce que l'on fixe le nombre de signatures requises dans chaque commune après la consolidation définitive du fichier électoral. Pourquoi? Parce que c'est une prérogative du ministère de l'Intérieur et nous avons vu que ça pourrait poser des problèmes concernant les élections à venir. Au-delà de ça maintenant, nous avons fait une recommandation forte qui se trouve être la mise en place d'un dispositif de contrôle et de validation en présence de la Sénat et des représentants des listes de candidatures. Mais mieux encore, nous avons demandé à ce qu'il soit institué une haute autorité ou bien une commission chargée de vérifier ou de contrôler les parrainages. Pourquoi? Parce que le travail qui a été demandé au Conseil constitutionnel récemment, ce n'est pas un travail d'un juge, c'est le travail d'une commission. Et si vous regardez le processus électoral sénégalais, dans tout le système, il y a toujours des commissions en amont qui permettent tout simplement en réalité de contrôler donc ces dossiers de candidature ou bien ces éléments avant de venir au juge, c'est-à-dire à charge au juge de le valider ou bien d'infirmer certaines choses. Mais au-delà de ça aussi, pour résumer, je pense que les recommandations sont là, elles sont générales. Il faudrait créer par exemple une plateforme centralisée de réception pour la collecte et la transmission en temps réel, des signatures surtout, rétrécir le nombre de champs à vérifier au strict nécessaire parce que le nombre de champs est très large. Au-delà de ça, il faut relever le plafond des parrainages, on l'a dit tout à l'heure. Autre chose, il faut unifier le contrôle à travers la création d'une commission, je l'ai dit tantôt, parce que cette commission permettrait tout simplement en réalité de mieux sécuriser le contrôle des parrainages et d'avoir moins de contentieux et moins de contestations. Et pour terminer, tout simplement, il faut créer des organes décentralisés du contrôle des parrainages et
leur donner des moyens à cet effet pour qu'en réalité le contrôle ne soit pas donc un contrôle d'engorgement dans le cadre de la commission qui serait créée à cet effet. En plus du parrainage, les acteurs de la société civile ont pensé plus large. Selon eux, il faut revoir le mode de financement des partis politiques et la durée du mandat du président de la Sénat. Nous nous sommes dit qu'il est quand même nécessaire qu'au Sénégal, qu'on puisse aller vers des recommandations. La première, c'est l'adoption justement d'une législation sur le financement public direct et indirect des partis. Deuxièmement, définir des critères d'éligibilité au financement public des partis. 3. Veiller à l'utilisation judicieuse des fonds publics en fixant les types de dépenses à supporter par ces fonds. 4. Instaurer un plafonnement des dépenses de campagne. 5. Prévoir le remboursement de certaines dépenses de campagne. 6. Retenir, comme à l'image de ce qui se passe dans les autres pays, la promotion des jeunes, des femmes et des personnes vivant avec un handicap dans le critère de financement des partis. Et enfin, créer un organe chargé de la gestion du financement des partis publics et de la régulation des dépenses de campagne. Nous pensons qu'il faut aujourd'hui concilier deux paramètres. Le premier paramètre, c'est de tirer profit de l'expérience de notre administration électorale, laquelle expérience est quand même reconnue aussi bien par les observateurs nationaux que par les observateurs internationaux, mais au-delà aussi par les acteurs politiques. Et je pense que le résumé le plus systématique, c'est justement celui fait par le dernier rapport de l'Union européenne qui dit qu'il faut effectivement reconnaître que nous avons une administration compétente et professionnelle, mais qui manque justement de transparence et d'indépendance. Donc la solution consiste aujourd'hui à créer les conditions pour que notre administration puisse préserver, au-delà de son expérience et justement de sa compétence, puisse justement obtenir une réelle indépendance. Nous proposons que le président puisse nommer les membres de la Sénat sur la base d'une liste présentée par en fait donc les différents organismes justement et institutions. Et en même temps aussi, la polémique autour justement du renouvellement du mandat de la Sénat, même s'ils vont siéger pour un mandat de 6 ans renouvelable au tiers, mais pour ce qui concerne le mandat du président et du vice-président, nous pensons qu'il faut le limiter. C'est pourquoi nous préconisons que le président de la Sénat soit élu pour un mandat unique, donc non renouvelable de 7 ans. La dernière option maintenant, c'est le modèle indépendant. Nous proposons maintenant que, même si on maintient en fait l'existence, ou on crée en fait donc une délégation générale aux élections, mais cette délégation ne sera pas sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, ce sera en réalité un bras technique de la Sénat qui aura donc la prérogative à la fois de gérer la préparation, l'organisation, le contrôle et la supervision du processus électoral. Le bulletin unique également a été préconisé par l'expert électoral Valdiodio Ndiaye. Ceci pour réduire les dépenses et éviter la corruption dans les élections. Nous devons créer notre modèle unique. Et sous ce rapport-là, moi je disais tout à l'heure que par exemple, nous avons une pratique au Sénégal, en Afrique généralement, c'est la corruption électorale, le jour du vote. Souvent, par exemple, il est arrivé que des leaders, des responsables politiques, Maodo Aïssa ne va pas me démentir, demandent à leurs militants de voter pour X candidats et de leur ramener les autres bulletins de vote. Et je pense que c'est une récurrence, peut-être hors de Dakar, mais peut-être dans certains contrées du pays. Ça, au moins, si on intègre le bulletin unique, au moins, je pense que ce débat ne va plus se poser. Ça va assurer cette intégrité du vote. Deuxièmement, les coûts. Je pense que beaucoup d'experts électoraux ont posé ce problématique-là. Et des fois même, il est vrai, si nous procédons à des analyses, on se rend compte que des fois, par exemple, le bulletin multiple peut être moins cher que le bulletin unique. Et je pense que ce débat aussi a été agité. Donc il faut une certaine prudence dans cette approche-là. En termes de coûts, vous vous rendrez compte qu'on a investi financièrement pour les élections législatives de 2017 quelques 6,664 milliards en termes d'achat pour l'impression des bulletins avec les 47 listes qui ont été retenues. Alors que si on avait introduit pour ce même processus électoral-là, par exemple, le principe du bulletin unique, à 200 francs le coût, l'État pourrait économiser quelques 5 milliards de francs CFA.
Parce que je pense que, par exemple, en faisant des simulations, nous pouvons facilement, par exemple, jusqu'à un certain nombre d'électeurs, de candidats, nous pouvons adopter le bulletin unique. C'est-à-dire éviter par contre, par exemple, si on a plus d'une centaine de candidats, utiliser le bulletin unique. Parce qu'il faut éviter le modèle, ce qui s'était passé en RDC, c'est-à-dire où pratiquement on dit, c'est presque un cahier qu'il fallait utiliser pour voter. Donc ça, c'est des pratiques quand même. Au regard, par exemple, de toutes ces dispositions-là, nous avons recommandé très fortement à l'État, vraiment, avec l'introduction du principe d'intégrité et également la rationalisation des coûts, vraiment nous recommandons fortement à l'État vraiment d'appliquer le bulletin unique. Et surtout les politiques, parce que vraiment ils nous ont donné l'image assez emblématique de quelque chose qui est particulière. C'est-à-dire les plus grands défenseurs du bulletin unique d'avant 2012 sont aujourd'hui ses plus grands pourfendeurs. Et sous ce rapport-là, nous pensons que le bulletin unique pourrait être utilisé pour les élections législatives, les élections des hauts conseillers des collectivités territoriales et également des élections locales. Par exemple, nous avons la compétence et l'aptitude nécessaire pour gérer la variabilité des listes selon les communes. Et également, même pour l'élection présidentielle, nous pouvons appliquer le principe, dès qu'on dépasse 5 candidats, vraiment introduire le bulletin unique. Pourquoi 5 candidats? Parce que si on est à 5 candidats ou en deçà, je pense des fois utiliser le bulletin multiple est plus rationnel en termes d'investissement et de coût. Je pense que Casimir est là, il sait ce que je dis. Donc sous ce rapport-là, je pense qu'il faut fortement que l'État aille dans ce sens-là. Le COSC, en conclave avec les acteurs politiques et de la société civile, promet d'approfondir la réflexion pour un processus électoral consensuel et inclusif, seul gage de la consolidation de la démocratie. Merci.